Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo pour le cours de chimie de 5e secondaire. Aujourd'hui, on va parler de l'équilibre chimique. Au dernier cours, on a parlé de l'équilibre chimique. Donc aujourd'hui, on va faire un petit rappel sur qu'est-ce que l'équilibre chimique. Et ensuite, on va parler des facteurs qui peuvent influencer l'équilibre chimique. Donc, c'est quoi l'équilibre chimique? Mais dans le fond, le titre, le nom l'indique un peu, c'est un équilibre qui existe entre les réactifs et les produits. Mais si on fait l'analogie de la balance, où est-ce que j'ai un équilibre qui existe entre mes deux plateaux qu'on voit à l'écran, c'est pas la masse de mes réactifs qui est en équilibre avec la masse de mes produits. C'est pas le nombre de moles, c'est pas le nombre de particules, c'est pas la concentration. Ce qui est en équilibre, c'est la vitesse de réaction à laquelle mes réactifs se transforment en produits et mes produits se transforment en réactifs. C'est ça qui est l'équilibre chimique. C'est ça qui est en équilibre. Donc ici, je pense que l'image qui est à l'écran représente un peu plus c'est quoi un équilibre chimique. Fait qu'on voit mes réactifs qui sont à gauche, qui se transforment en produits, mais la flèche tourne sans cesse. Donc, mes produits, eux aussi, se transforment en réactifs. Donc, on voit dans l'image que mes réactifs vont se transformer en produits et en même temps, mes produits vont se transformer en réactifs. Et ces deux réactions sont à la même vitesse. Donc, on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui bouge, que c'est rendu immobile, mais dans le fond, ça se déplace quand même. Mais c'est parce que la réaction où mes réactifs se transforment en produits, qui est la réaction directe, se produit exactement à la même vitesse que la réaction où mes produits se transforment en réactifs, c'est-à-dire la réaction inverse. Et comme ces deux réactions sont à la même vitesse, tu as l'impression qu'il n'y a plus rien qui bouge. Parce que tu as autant de produits qui se transforment en réactifs que de réactifs qui se transforment en produits, donc tu ne le vois pas. Mais ce changement qui continue à se faire tout le temps, est ce qu'on appelle un équilibre dynamique. Ça veut dire que c'est un équilibre, mais il y a toujours un mouvement qui s'effectue malgré le fait qu'on a atteint l'équilibre. Et dans une réaction chimique, pour représenter l'équilibre dynamique, on va utiliser la double flèche, donc une demi-flèche qui pointe vers les réactifs et une double flèche qui pointe vers les produits. Alors, on a un autre exemple pour l'équilibre qui est atteint. Fait que j'ai une réaction chimique ici, donc c'est la réaction de la synthèse de l'eau. Et à un certain moment, l'équilibre peut être atteint, c'est-à-dire que j'ai une certaine quantité de réactifs et j'ai une certaine quantité de produits et j'ai l'impression que ça ne bouge pas. Pourquoi? Bien parce que mes réactifs se transforment en produits et mes produits se transforment en réactifs à la même vitesse. Donc les quantités ne changent pas. Par contre, cet équilibre qui a été atteint, je peux l'observer parce qu'il n'y a plus rien qui bouge. Ben, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui bouge quand je l'observe. Par contre, ça dépend des conditions du système dans lequel se produit l'équilibre. Parce que si je change les conditions du système, exemple qu'il y a plus de réactifs qui se transforment en produits parce que j'ai changé les conditions, ben, l'équilibre va se déplacer jusqu'à temps que les deux vitesses redeviennent égales. Et là, je vais avoir plus de réactifs qui vont se transformer en produits avant d'atteindre mon équilibre. Et ça va dépendre des nouvelles conditions du système. Ça se peut que je change encore les conditions du système. Donc là, ici, c'est les produits qui se transforment plus rapidement en réactifs. Donc, mon équilibre va travailler pour rétablir son équilibre. Mon système va travailler pour rétablir l'équilibre. Et j'ai des produits qui vont se transformer en réactifs jusqu'à temps que mes deux vitesses, la vitesse directe et la vitesse inverse, soient les mêmes. Et là, je vais pouvoir observer avec mes yeux et avec les autres conditions macroscopiques qu'il n'y a pas de changement qui s'effectue dans mon milieu réactionnel. Et encore une fois, ça va dépendre des conditions du système. Alors, on comprend que l'équilibre est atteint en fonction des conditions du système, en fonction de l'équation chimique, en fonction des autres conditions. Mais c'est quoi ces conditions-là? Aujourd'hui, on va parler des facteurs qui influencent les conditions du système et qui vont pouvoir déplacer l'équilibre. Alors, c'est quoi ces trois facteurs qui peuvent déplacer l'équilibre? Bien, ici, le premier, c'est la concentration, le deuxième, la température, et le troisième, c'est la pression. Donc ici, on va prendre le temps d'observer ces trois facteurs pour s'assurer de bien comprendre comment chacun influence l'équilibre. Par contre, comment l'équilibre se déplace dépend d'un principe super important qui est le principe de Le Chatelier.
Celui-ci dit: le principe de Le Chatelier indique que si on modifie les conditions d'un système à l'équilibre, le système réagit de façon à s'opposer, en partie, au changement qu'on lui impose jusqu'à ce qu'il atteigne un nouvel équilibre. OK. C'est une phrase un peu compliquée, on va essayer de la simplifier. Mais dans le fond, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va déplacer l'équilibre? Bien, le système. L'équilibre va faire le contraire du changement que tu as apporté. Fait qu'on est dans un système, il est à l'équilibre, tu amènes une modification, hein, tu augmentes une caractéristique, bien, l'équilibre va faire le contraire, il va le diminuer. Donc ça, c'est vraiment la règle d'or. Quand tu amènes un changement, l'équilibre va faire le contraire de ce changement. Et ça, c'est ce qu'on va appliquer dans les prochaines étapes. Alors, le premier, pour comprendre le principe de Le Chatelier, je vous amène un exemple avec des vases communicants. Fait qu'on a 5 états et on va commencer par l'état numéro 1 où on voit que mes deux vases communicants qui sont ici sont au même niveau, sont en équilibre. Et là, à l'étape numéro 2, on va changer l'équilibre, on va perturber l'équilibre en ajoutant un réactif. Donc, à gauche, c'est les réactifs, à droite, c'est les produits, comme n'importe quelle équation chimique depuis secondaire 4. Donc là, ici, je viens de rajouter en 2 un réactif supplémentaire, fait qu'on voit le niveau d'eau des réactifs qui est augmenté, qui est plus élevé. Et là, qu'est-ce qui va se passer au numéro 3? Bien, on va vouloir rétablir l'équilibre, revenir à l'équilibre. Et comment qu'on a fait ça, de revenir à l'équilibre? Bien, si on observe la flèche qui est à l'écran, on voit que mes réactifs se sont transformés en produits. Donc, c'est ça qui est arrivé. J'ai un déplacement de mon équilibre vers les produits. On favorise l'apparition de produits pour rétablir notre équilibre. Et là, à l'étape numéro 4, on a fait un autre changement encore. Et là, on voit qu'on a enlevé du liquide du côté des réactifs. Donc, on a fait le retrait de réactifs. L'équilibre veut se battre contre ce changement. Fait qu'ici, il va vouloir rétablir l'équilibre. Comment on fait pour revenir à l'équilibre? Si on regarde la flèche entre mes deux vases communicants, on voit que l'équilibre se déplace pour favoriser les réactifs qui sont à gauche. Donc, on a un déplacement vers les réactifs. Mes produits se transforment en réactifs. Et si on comprend ce principe de vase communicant, bien, on va comprendre comment l'équilibre va se déplacer. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on se souvient comment ça fonctionne. L'équilibre va toujours faire le contraire du changement que tu as apporté. Ça, c'est sûr et certain. Fait que rappelez-vous de ça. C'est vraiment la règle d'or. Alors, l'effet de la concentration. Premier facteur, la concentration. Donc ici, on a à l'écran 3 ballons qui sont situation A, B et C. Donc, situation A, c'est mon mélange qui est déjà à l'équilibre. J'ai ma réaction à l'équilibre qui contient, on le voit ici, des molécules qui sont 2 boules bleues. Mais on le voit à droite, là, les 2 boules bleues, c'est du N2, c'est du diazote. Il contient aussi 2 boules blanches collées ensemble. Mais les 2 boules blanches collées ensemble, c'est du H2, du dihydrogène. Et enfin, j'ai une molécule qui est composée d'une boule bleue avec de 3 boules blanches, qui est du NH3. Et dans le premier ballon, nos substances sont à l'équilibre. Ça veut dire que mes substances qui se transforment en NH3 reviennent en H2N2 à la même vitesse que le changement se produit, et donc j'ai l'impression que ça ne change pas. Par contre, à l'étape numéro 2, à l'image B, qu'est-ce qui se passe? Bien, si on voit dans le haut, c'est marqué que j'ai ajouté du N2 added. Ça veut dire que j'ai défait mon équilibre, j'ai brisé mon équilibre en ajoutant des réactifs. Donc là, mon équilibre est perturbé. Qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Bien, ici, on va vouloir en C revenir à l'équilibre. Et comment je fais pour revenir à l'équilibre? Bien, ici, j'ai ajouté un réactif et qu'on va favoriser l'apparition de produits. Et comme j'ai fourni des molécules bleues, qui sont 2 boules bleues ici, là, j'en ai maintenant 5 dans mon mélange, comparé à ce que j'avais au départ. Mais là, ici, je vais défaire ces molécules pour favoriser l'apparition de mes molécules de NH3, qui sont celles qu'on voit ici à l'écran. J'en avais 2 au départ, et je suis maintenant rendu avec 4. Et donc, j'ai favorisé l'apparition de produits parce que j'ai augmenté un réactif. Fait que ça, c'est un petit peu la mentalité.
Mais on va le voir avec une méthode différente pour essayer de vous amener à le comprendre. On va le voir plein de façons différentes. Donc ici, on a une balance. Du côté gauche, j'ai mes réactifs. Du côté droit, j'ai mes produits. Et donc, ma réaction présentement est à l'équilibre. J'ai autant de réactifs que de produits. Ben, j'ai autant. Selon les conditions de l'équilibre, on se comprend. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un déséquilibre. Donc, on voit que le N2 est maintenant rendu en gras. Ça veut dire que j'ai défait mon équilibre en ajoutant du diazote. Mais là, mon équation mon système veut se battre contre le changement que j'ai fait. Le changement que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté du réactif. Donc, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Je vais vouloir prendre ces réactifs et les transformer en produits pour pouvoir retirer ces réactifs. J'ai ajouté, le système veut retirer. Donc, on déplace notre équilibre vers les produits pour favoriser, dans le fond, la réaction directe et éventuellement, on va revenir à l'équilibre où je vais avoir atteint des proportions qui sont en équilibre. Donc, j'ai ajouté des réactifs, ça a favorisé les produits. J'ai ajouté des réactifs, ça les a consommés pour former des produits. Deuxième exemple. Donc ici, on a encore une fois la même équation, N2 plus 3H2 donne 2NH3, et on perturbe l'équilibre en ajoutant des produits. J'ai ajouté du NH3. Donc là, je suis rendu avec un déséquilibre où j'ai plus de NH3 du côté de mes produits. Donc, qu'est-ce que le système va faire pour contrer cet ajout de produits? Bien, tout ce qu'il va vouloir faire, c'est consommer les produits, diminuer les produits pour les transformer en réactifs. Donc, je vais favoriser la réaction inverse pour former des réactifs. Je vais consommer le NH3 que j'ai ajouté pour le transformer en réactif jusqu'à temps que j'ai un équilibre qui soit rétabli et donc que j'ai des nouvelles proportions qui sont stables. Donc, la réaction a fait le contraire du changement que j'ai apporté. On va le faire d'une autre façon. Plus on va en voir, plus ça va être clair pour tout le monde. Donc là, ici, j'ai fait un petit tableau. Fait qu'on a mon équation en haut. CO2 aqueux plus H2O liquide se transforme en H2CO3 aqueux. Ça, c'est une équation. Et à son état initial, elle est à l'équilibre. Donc, la vitesse à laquelle mon CO2 se transforme avec le H2O en H2CO3 et la même vitesse à laquelle le H2CO3 se décompose en CO2 et en H2O. Donc, je suis à l'équilibre. Et je vais apporter une perturbation. Donc, je fais un changement. Et dans ce changement, j'ajoute du CO2 aqueux. Donc là, la réponse, c'est qu'est-ce que l'équilibre va faire de façon systématique, de façon automatique, de façon spontanée pour réagir à cette perturbation, à ce changement que moi j'ai apporté. Bien là, mon équilibre, il veut faire le contraire de ce que j'ai fait. Fait que si j'ai augmenté le CO2, bien lui, il va vouloir le diminuer, le CO2. Il veut faire le contraire. Comment je fais pour diminuer ma quantité de CO2? Bien, il faut que je prenne mon CO2 et que je le transforme en produit. Donc, je vais favoriser la réaction directe. Fait que la quantité de CO2 va diminuer, la quantité de H2O va diminuer parce que je vais les consommer pour former du H2CO3 qui va augmenter. Et donc, à la fin, éventuellement, je vais revenir à l'équilibre. Et au total, par rapport à mon état initial, qu'est-ce qui va s'être passé? Bien, je vais avoir ajouté un petit peu de CO2. J'en ai ajouté beaucoup de CO2 au départ. Mais il y en a une partie de ce CO2 que j'ai ajouté qui s'est transformé en H2CO3. Donc, c'est comme si j'avais ajouté un tout petit peu de CO2. Le H2O, par contre, il a juste baissé. Puis le H2CO3, ben lui, il a juste augmenté pour pouvoir rétablir notre équilibre. On en fait un autre. Ici, ma réaction est à l'équilibre. J'ajoute du H2CO3. Donc là, j'ai ajouté un produit. Mais ça ne range pas parce que la réaction, je peux l'écrire dans les deux sens. La réaction se fait directe puis inverse. Tout se produit en même temps. Donc, mon équilibre, sa réponse, mais ça va être de faire le contraire de ce que j'ai fait. Donc, je vais prendre le H2CO3 et je vais le diminuer. Comment je fais pour le diminuer? Bien, je le prends puis je le défais pour produire les réactifs. Donc, je favorise la réaction indirecte, la réaction inverse. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bien, je vais avoir plus de CO2 puis plus de H2O qui va apparaître. Et au bilan, qu'est-ce qui s'est passé?
Bien, ici, on voit qu'il y a du H2CO3 que j'ai ajouté en grande quantité. Bien, il y a une petite différence à la fin qui est enregistrée, mais le H2O puis le CO2 a augmenté. Donc ça, c'est la réponse à l'équilibre au changement que j'ai fait. Ensuite, un autre changement que je peux apporter. Donc là, cette fois-ci, je vais diminuer le CO2. Fait que je trouve une façon de faire et j'extrais le CO2 de ma solution. Donc ça, c'est le changement que moi j'ai apporté. Quelle va être la réponse de l'équilibre? Le système veut revenir à l'équilibre. Donc là, je vais faire le contraire de ce que j'ai fait. Le CO2 que moi j'ai diminué, le système va vouloir l'augmenter. Il fait le contraire de ce que moi j'ai fait. Donc pour l'augmenter, il faut que je favorise la réaction inverse. Donc je vais prendre du H2CO3 que je vais transformer, que je vais consommer, qui va donc diminuer, pour le transformer en CO2 et en H2O. Donc, au bilan final, qu'est-ce qui va s'être passé? Bien, je vais avoir perdu quand même un petit peu de CO2 parce que je n'en avais enlevé beaucoup au départ, qui a été compensé par mon équilibre qui s'est rétabli. Par contre, le H2O va avoir augmenté et le H2CO3 va avoir diminué. Donc ça, c'est la réponse de l'équilibre au changement que j'ai fait. Et enfin, un dernier, qu'est-ce qui arrive si j'enlève du H2O dans mon équation chimique? Eh bien là, on serait porté peut-être à dire rapidement, bien, l'équilibre va faire le contraire, il va essayer d'augmenter le H2O. Et la réponse, c'est qu'il va y avoir aucun changement. Pourquoi il n'y a aucun changement? Parce que le H2O est liquide. Et donc, si le H2O est liquide, il n'a pas de concentration et donc il n'a pas d'influence sur l'équilibre. Les seules substances qui peuvent déplacer l'équilibre, c'est les substances, et là quand on parle de concentration, c'est les substances qui sont aqueuses et gazeuses. Comme lorsqu'on calculait les vitesses de réaction dans le chapitre précédent, pour déplacer l'équilibre, c'est les choses qui ont une concentration, et les choses qui ont une concentration, c'est les aqueuses et les gazeuses. Donc, les liquides et les solides n'influencent pas le déplacement de l'équilibre. Ils ne vont pas avoir d'influence sur l'équilibre chimique. Maintenant, parlons de l'effet de la température. Donc ici, la température, c'est le niveau d'agitation des particules. Donc, si j'ai une basse température, bien, les particules se déplacent lentement. Et si j'ai une haute température, bien, les particules se déplacent plus rapidement. Donc ça ici, c'est la température. Donc si les particules se déplacent plus rapidement, ils vont faire plus de collisions. Et donc, ça va avoir une influence sur mon équilibre chimique. Mais, avant de voir cette influence, il faut se rappeler un petit quelque chose. Donc, on a vu, il y a quelque temps, la variation d'enthalpie, le ΔH. Et là, le ΔH pouvait être positif. Mais s'il est positif, ma réaction est-elle endothermique ou exothermique? Donc, on se rappelle, on cherche un peu dans notre coco, et on se rappelle que lorsque ΔH est positif, ça veut dire que l'énergie de mes substances a augmenté, et donc que c'est endothermique. Donc, on a absorbé de l'énergie. Et où se trouve la variation d'enthalpie dans l'équation thermique? Mais comme on a absorbé de l'énergie, il faut donner de l'énergie à ma réaction pour qu'elle se produise, mais mon ΔH va être du côté des réactifs. Et au contraire, si mon ΔH est négatif, ça veut dire que ma réaction a perdu de l'énergie. Ça veut dire que l'énergie est sortie de mes espèces chimiques. Bien, c'est une réaction qui est exothermique. Et donc, quand je vais écrire l'équation thermique, le ΔH va être du côté des produits. Et pourquoi c'est important? Parce que lorsqu'on va regarder l'effet de la température sur l'équilibre chimique, on va considérer l'enthalpie comme un réactif ou un produit. On va appliquer la même règle, la même méthode comme on l'a vu pour les concentrations, mais on considère ΔH tout simplement comme un réactif ou un produit. Et ça va se faire tout seul. Donc, voici mon exemple pour comprendre. Ensuite, on va faire des pratiques. Donc, j'ai mon équation. Encore, c'est la même équation. N2 plus H2 donne NH3. Mais là, comme c'est une réaction exothermique, j'ai rajouté énergie dans mon équilibre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vais perturber mon équilibre. J'ai mis plus d'énergie. J'ai donc chauffé mon système.
Et là, comme j'ai chauffé mon système, j'ai augmenté la quantité d'énergie que j'ai fournie. Mais là, l'énergie est du côté des produits. Fait que dans le fond, j'ai ajouté des produits. Fait que mon équilibre veut faire quoi? Ben, il veut enlever des produits, tout simplement. Donc, je vais prendre mon équilibre, je vais le déplacer vers les réactifs pour favoriser la réaction inverse. Et à ce moment-là, je vais consommer le produit que j'ai ajouté, qui était de l'énergie. Et éventuellement, je vais revenir à l'équilibre quand je vais avoir les bonnes quantités de chaque côté. Alors, un autre exemple. Cette fois-ci, avec ma méthode à 3 étapes, perturbation, réponse, équilibre. Fait que j'ai mon équation chimique, c'est l'oxydation du fer. Fait que j'ai du fer qui réagit avec du dioxygène pour donner du Fe2O3 qui est de l'oxyde de fer qui est de la rouille. Et cette équation est exothermique, ça libère de l'énergie. Mon delta H est du côté des produits. Donc, qu'est-ce qui arrive si je diminue la température? Je viens de diminuer la température. Mais qu'est-ce que mon équilibre veut faire? Je ne réfléchis pas, je me rappelle la règle. La règle dit l'équilibre va faire le contraire du changement que j'ai apporté. Donc, la réponse du système, ça va être essayer d'augmenter la température. Donc, je veux augmenter un produit. Fait que je vais favoriser la réaction directe. Je vais prendre mes réactifs, je vais les transformer en produits, ça va libérer de la chaleur. Et donc, mes réactifs, leur concentration, leur quantité vont diminuer. Mes produits, leur quantité vont augmenter. Et donc, je vais augmenter la chaleur. Et en bout de ligne, qu'est-ce qui va arriver? Ben, je vais avoir moins de fer, moins d'oxygène, plus de Fe2O3. Et ma température va être légèrement inférieure à ce que j'avais au départ. Donc ça, c'est comment mon équilibre réagit à un changement de température. Hein? Donc ça, c'était le changement. On va le refaire, mais à l'inverse. Donc, j'ai la même équation. La perturbation, cette fois-ci, j'augmente la température. Bien, le système veut faire le contraire de ce que j'ai fait. Donc, le système veut baisser la température. Comment je fais ça? Bien, je vais favoriser la réaction inverse parce que je vais diminuer mes produits pour augmenter mes réactifs. Fait que si mes réactifs vont augmenter parce que je vais vouloir en former pour pouvoir consommer mes produits, enlever de la chaleur et le transformer en Fe puis en O2. Et à l'équilibre, eh bien, mon fer, mon oxygène ont augmenté, mon oxyde de fer a diminué et ma température, bien, elle va avoir quand même monté un tout petit peu. Troisième exemple, j'ai une nouvelle équation cette fois-ci et mon delta H est du côté des réactifs. C'est une réaction qui est donc endothermique. Donc, ma situation est à l'équilibre. J'ai un équilibre qui est atteint. Par contre, je change la température, je diminue la température du milieu réactionnel. Mon équilibre veut se battre contre ce changement. Il va faire le contraire. Donc, il veut augmenter la température. Et comment je fais pour augmenter la température? Bien, je veux augmenter les réactifs. Donc, je vais favoriser la réaction inverse. Fait que je vais consommer les produits, je vais les transformer en réactifs et donc, ma quantité de réactifs va augmenter. En bout de ligne, qu'est-ce qui arrive? Bien, le MgCO3 va avoir augmenté, le MgO va avoir baissé, le CO2 va avoir baissé et ma température va avoir légèrement baissé par rapport à ce que j'avais au départ à l'équilibre, mais beaucoup moins que la perturbation que moi j'ai apportée en refroidissant mon système de façon extérieure. Maintenant, la pression. Là, la pression, c'est le plus dur, parce qu'il n'est pas dans mon équation chimique et il faut réfléchir. C'est important de bien écouter. La pression, c'est les collisions des particules sur les parois du contenant. Fait que ça, c'est la définition de la pression. Donc, si je change la pression, je vais changer les collisions qui vont se passer. Et si je change les collisions, je vais changer aussi l'ordre de ma réaction. Mais comment je peux faire varier la pression
Je pourrais rajouter des réactifs, enlever des réactifs, mais là, je vais jouer sur les concentrations. La façon la plus classique pour faire varier la pression, ben, c'est d'augmenter le volume. Donc, si je tire sur mon piston, ben, j'augmente le volume et la pression diminue. Et si au contraire, je pousse sur mon piston, ben, je vais diminuer le volume et ça va augmenter la pression. Et à ce moment-là, mes systèmes vont réagir de façon différente. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? On a une réaction. C'est toujours la même réaction N2 avec H2 qui donne du NH3. Cette fois-ci, en A, on a toujours une réaction qui est à l'équilibre. J'ai laissé ma réaction se dérouler normalement. Elle a fini par atteindre l'équilibre. Un équilibre entre la vitesse de transformation de mes réactifs en produits et la vitesse à laquelle mes produits se transforment en réactifs. J'ai un équilibre qui est atteint en A. Je vais faire un changement en B. En B, on voit là, j'ai enfoncé mon piston. Fait que dans le fond, j'ai diminué le volume. Mais le volume, ce n'est pas un facteur qui influence l'équilibre chimique, c'est la pression. Donc, en diminuant le volume, j'ai augmenté la pression. Et là, je veux rétablir l'équilibre en C. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vouloir diminuer la pression. Comment je fais pour diminuer la pression? Bien, ici, j'ai favorisé l'apparition des produits. OK. Ouais, c'est facile à dire, ça. J'ai fait diminuer la pression, fait que j'ai favorisé les produits. Ici, là, ce que vous devez comprendre tout de suite, c'est que mon équilibre a fait le contraire. J'ai, en B, augmenté la pression. En C, j'ai diminué la pression. Ça, là, c'est ce que vous devez comprendre tout de suite. Lorsque j'ai fait un changement, j'ai fait monter la pression. Le système a voulu la faire diminuer. Pourquoi ça a été les produits qui ont été favorisés? Donc ici, pour comprendre, la pression est aussi affectée par le nombre de moles. Fait que si je regarde mes deux pistons qui sont là, le 1 et le 2, bien, le piston numéro 1, si on compte dans le piston, j'ai 9 particules de gaz. Et dans le piston numéro 2, j'ai beaucoup plus que 9. Et là, j'ai de la misère à compter, je vais en avoir 10 particules de gaz. Alors, on voit que si mon nombre de moles est plus grand, ma pression est plus grande. Si mon nombre de moles est plus petit, ma pression est plus petite. Les moles sont proportionnels à la pression. Plus de moles, plus de pression. Moins de moles, moins de pression. On retient ça. OK? Alors, voici mon équation qui s'est passée tantôt. N2 plus 3H2 donne 2NH3. Et là, comment ça fonctionne? C'est quoi le principe de la pression? Bien, je dois compter le nombre de molécules gazeuses dans mes réactifs. J'en ai 4 moles. J'ai une mole de N2, puis j'ai 3 moles de H2. Ça fait donc 4 moles de gaz au maximum. Et quand je prends le NH3 dans les produits, eh bien, je compte, j'ai 2 moles de gaz dans les produits. Là, ici, il faut le voir. Il faut compter le nombre de substances qui sont gazeuses dans les réactifs. On additionne tous les coefficients stoichiométriques de ces substances. Donc, 1 mol pour le N2, 3 mols pour le H2, ça donne 4 mols. Je fais la même chose pour le NH3. J'ai 2 mols de gaz de NH3. Ça me fait 2 mols de gaz dans mes produits. Ce n'est pas les quantités que j'ai à l'équilibre, mais c'est les proportions qui vont être impliquées lors d'une transformation. Alors, j'augmente la pression. Ça, c'est le changement que j'ai fait. Mais mon système veut faire quoi? Il veut diminuer la pression. Comment je fais pour diminuer la pression? Bien, je me déplace du côté qui a le moins de moles de gaz. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire se déplacer du côté qui a le moins de moles de gaz? Bien, pensez à la réaction chimique. J'ai le N2 qui réagit avec le H2 qui se transforme en NH3. Si ma réaction était complète, puis qu'elle se transformait au grand complet, si j'avais 4 moles de réactif au départ, ben, j'ai pas de produit, j'ai 0 mol de produit. Dans mon ballon, j'ai juste mes 4 moles de réactif au départ. Je consomme
tous mes réactifs et je les transforme tous en produits. Qu'est-ce qui arrive? Mes 4 moles de gaz au départ disparaissent et j'ai 2 moles de NH3 gazeux qui apparaissent. Donc, au début, j'avais 4 moles, j'ai gagné 2 moles, donc mon total, c'est que ma pression a perdu 2 moles de gaz. Au total, j'ai 2 moles de moins sous forme gazeuse dans mon ballon. J'en ai perdu 4 qui sont mes 4 réactifs qui sont partis. J'en ai gagné 2 qui sont mes produits qui sont apparus. Donc, au total, j'ai perdu 2 moles de gaz. Donc, si je perds des moles de gaz, ça veut dire que ma pression diminue. Et si je décide de faire le contraire, je diminue la pression. Et que là, l'équilibre veut augmenter la pression. Comment je fais pour augmenter la pression? Bien, je me dirige du côté qui a le plus grand nombre de moles de gaz. Donc, je prends mes produits, je les transforme en réactifs. Lorsque je vais faire la réaction inverse, qu'est-ce qui va se passer? Bien, je perds mes 2 moles de gaz qui sont les produits. Je gagne 4 moles de gaz qui sont mes réactifs. Et donc, au total, j'ai gagné 2 moles de gaz. Fait que si j'ai plus de gaz dans mon ballon, ben la pression est plus grande. Fait que ça ici, là, c'est ce qu'on doit comprendre de la pression. Si j'augmente la pression, ça se déplace du côté qui a le moins de moles de gaz. Puis si je diminue la pression, ça se déplace du côté que j'ai le plus de moles de gaz. Quelle quantité va se transformer? Pour l'instant, c'est même pas important. Je sais juste que je vais avoir des moles qui vont se transformer et qu'au total, ça va faire diminuer le nombre de moles de gaz et donc ma pression va diminuer. Ou je vais avoir ma réaction dans l'autre côté où je vais consommer des moles de gaz, ça va en produire un peu moins et donc je vais avoir diminué mon nombre de gaz. Donc, je vais avoir diminué mon nombre de moles de gaz. Ou je vais avoir augmenté mon nombre de moles de gaz. Mais ça va changer le nombre de moles. La quantité, c'est pas important. Alors, j'ai une perturbation ici. J'ai une équation. Tout est gazeuse. Là, il faut réfléchir. OK? Ma perturbation, j'ai baissé la pression. Fait que si je baisse la pression, mon équilibre veut augmenter la pression. Comment je fais pour augmenter la pression? Bien là, je regarde mon équation stoichiométrique. J'ai 1 mole de gaz dans mes réactifs et j'ai 2 moles de gaz dans les produits. Donc, si je veux augmenter la pression, je dois absolument me déplacer vers les produits parce qu'il y a plus de moles de gaz dans les produits. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est la réaction directe qui va être favorisée. Fait que mes réactifs vont baisser. Le H2O va diminuer. Le CO2 et le H2 vont augmenter. Et donc, ma pression va augmenter. Et à l'équilibre, qu'est-ce que je vais avoir observé? Bien, je vais avoir observé que j'ai moins de H2O gazeux, plus de CO gazeux, plus de H2 gazeux. Je vais aussi avoir moins de carbone solide, effectivement. Autre exemple, et là, même réaction. Cette fois-ci, ma perturbation, j'augmente la pression. Fait que mon système veut faire quoi? Il veut diminuer la pression. Je veux diminuer la pression. Qu'est-ce que je dois faire? Je calcule mon nombre de moles. 1 mole de gaz du côté des réactifs, 2 moles de gaz du côté des produits. Hein? Et ça, là, je le dis de façon nonchalante, mais il faut que tu le vois, là. Dans mes réactifs, j'ai H2O qui est gazeux. C'est le seul qui est gazeux et son coefficient stoichiométrique, c'est 1. Fait que j'ai 1 mole qui est gazeuse du côté des réactifs. Du côté des produits, je regarde mes états. J'ai le CO2 qui est gazeux, H2 qui est gazeux. Donc, j'ai 1 CO2, 1 H2. Ça me donne 2 moles de gaz au total dans mes produits. Est-ce que dans mon ballon, j'ai 2 moles de gaz? 2 moles de CO puis de H2? Peut-être pas. C'est même pas important. Tout ce que je sais, c'est que la proportion
1 mol de réactif se transforme en 2 mols de gaz va être respecté. Ce n'est pas les quantités expérimentales que vous voyez à l'écran, c'est les proportions qui sont énoncées dans mon équation stoichiométrique. C'est des proportions. C'est tout. Donc, ça me dit que j'ai 1 mol de gaz dans mes réactifs qui va se transformer en 2 mols de gaz dans mes produits. Mais là, je veux faire baisser la pression. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me déplacer du côté qui a le moins grand nombre de mols de gaz. Donc là, je vais aller dans le côté inverse. Je sais que ce n'est pas 2 mols qui vont se transformer en 1 mol. C'est la proportion 2 pour 1. Je sais que je vais avoir 2 fois plus de gaz qui va être consommé dans mes produits pour se transformer en réactif que si je le faisais dans l'autre sens. Donc ici, ma réaction inverse va faire diminuer la pression. Donc mes mols de gaz de mes produits vont diminuer, les mols de gaz de mes réactifs vont augmenter, mais dans une proportion 2 pour 1, donc ma pression va diminuer parce qu'en bout de ligne, je vais avoir moins de mols de gaz. Et donc, à l'équilibre, moins de produits, plus de réactifs. Et la pression va avoir légèrement réaugmenté par rapport au changement que moi, j'ai fait. Donc ici, je vous donne un petit exercice. Il est dans le document de l'élève, mais prenez quelques instants pour le faire. Vous pouvez peser sur pause pour la vidéo pour pouvoir vous concentrer. Et moi, dans une fraction de seconde, je vais vous donner les réponses. Alors, première équation. N2O4 se transforme en 2NO2. Donc, si j'augmente la pression, je veux diminuer la pression. Pour diminuer la pression, je dois être du côté qui a le moins grand nombre de mols de gaz. Et ça, c'est du côté des réactifs. J'ai 1 mol de gaz dans les réactifs, 2 mols dans les produits. Donc, je vais favoriser la réaction inverse, produit vers réactif. Deuxième, j'ai N2 plus 3H2 qui se transforme en 2NH3. On la connaît celle-là? Donc, j'ai au total 4 mols de gaz dans les réactifs, 2 mols de gaz dans les produits. Donc, si je diminue la pression, je veux l'augmenter. Pour augmenter la pression, je me déplace du côté qui a le plus de mols de gaz. Dans cet exercice, c'est du côté des réactifs. Donc, je vais favoriser la réaction inverse. Équation numéro 3. CO gazeux plus 2H2 gazeux donne du CH3OH. Donc là, j'ai 3 mols de gaz dans les réactifs et j'ai 1 mol de gaz du côté des produits. Fait que si j'augmente la pression, mon équilibre veut faire le contraire. Il veut diminuer la pression. Et pour diminuer la pression, je vais me déplacer du côté où il y a le moins grand nombre de mols de gaz, ce qui veut dire du côté du CH3OH. Donc, la réaction directe est favorisée. Et enfin, j'ai à la quatrième équation, H2 plus I2 donne 2HI. Du côté des réactifs, j'ai 2 mols de gaz. Du côté des produits, j'ai 2 mols de gaz. Si je diminue la pression, le système veut augmenter la pression. Mais là, j'ai 2 mols dans les réactifs, 2 mols dans les produits. Peu importe le bas où je vais aller, ça ne va pas influencer la pression. Donc, à ce moment-là, il n'y a rien qui va changer. La réaction va rester inchangée. Et sur ce, on vient de terminer les facteurs qui influencent l'équilibre. On en a 3, la concentration, la température, la pression. Vous devez les savoir et vous devez être capable d'expliquer comment l'équilibre va se déplacer, quelle quantité va diminuer, quelle quantité va augmenter et pourquoi. Ici, je vous remercie de votre écoute et on se revoit bientôt en classe. Bye tout le monde.